Ok. Donc il y a d'autres personnes qui vont nous rejoindre en cours de route. Je vais introduire en attendant, ça va peut-être les faire venir. Donc merci à tous d'être ici ce soir pour la première conférence Sénature de l'année. On en a 2 qui ont été décalées, une annulée. Donc voilà, on commence au mois d'avril. Et ce soir, donc j'ai l'immense honneur d'accueillir Sylvine Aupetit, donc qui est docteur en droit de l'environnement et qui est aussi consultante, donc qui va un petit peu nous faire de la pédagogie ce soir sur ce que c'est que le droit de l'environnement, les grands principes. Et on va dire que cette conférence tombe très bien, et c'est un hasard, puisque cet après-midi, donc à 15h, on a organisé une conférence de presse donc, sur la plateforme participative justement pour l'amélioration du Code de l'environnement. Donc je vais vous faire une petite présentation de cette plateforme-là. Elle est ouverte au public, évidemment, donc jusqu'au mois de juin. Vous allez pouvoir donc nous faire des retours sur les modifications que vous souhaitez apporter, bien entendu, pour améliorer le Code de l'environnement. Mais je pense que suite à la présentation de Sylvine, vous allez être beaucoup plus munis, on va dire, pour pouvoir faire pour donner un avis, on va dire, sur les textes. Alors, je vais vous envoyer, à tous ceux qui le veulent bien, ce lien-là, qui est sur le site internet de la province sud, donc c'est consultation.province-sud.nc. Vous avez les différents textes donc, qui peuvent être modifiés, donc améliorés. Et pour chaque corpus, vous allez pouvoir retrouver la réglementation actuelle, mais aussi, on va dire, découvrir les petites vidéos, on va dire, qui explicatives du Code de l'environnement pour ceux qui n'auront pas compris, évidemment, la réglementation avant de donner un avis. Donc voilà, je vous propose juste ce petit film, mais il y en a bien d'autres. De la réglementation environnementale en province sud. Nous allons parler de la chasse. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la chasse ? C'est l'action de chasser, piéger, de guetter ou de poursuivre les animaux terrestres pour les capturer ou les tuer. Cette activité n'est pas sans risque et nécessite la détention du permis de chasser qui est obligatoire, à l'exception des propriétaires fonciers chassant uniquement sur leur propre terrain. Pour ces derniers, seule l'assurance couvrant cette activité est obligatoire. Le permis de chasser est délivré gratuitement par la province sud, uniquement sur présentation d'une attestation d'assurance garantissant la responsabilité civile du demandeur. Afin de préserver les espèces les plus vulnérables aux pressions de la chasse, la province sud a défini des périodes d'ouverture et de fermeture de la chasse, ainsi que des quantités maximales autorisées pour limiter les prélèvements, notamment durant leur saison de reproduction. Ces mesures s'appliquent à tous et permettent d'assurer le renouvellement suffisant de ces animaux. Par exemple, la chasse de la roussette et du noutou est interdite toute l'année en province sud, sauf les week-ends du mois d'avril où les captures sont limitées à 5 spécimens par jour et par chasseur. Des études ont montré que la population de roussettes est en déclin sur la Grande Terre. Les espèces envahissantes et nuisibles comme le cerf et le cochon sauvage peuvent être chassées toute l'année, car leur présence a de nombreuses conséquences désastreuses tant sur le plan environnemental qu'économique. La chasse de nuit, entre le coucher et le lever du soleil, et l'usage d'un foyer lumineux sont interdits en tout temps pour toutes les espèces, sauf autorisation exceptionnelle accordée par la province. Retrouvez plus d'informations sur toutes les réglementations sur province-sud.nc. Pour la petite présentation, on va dire, de cette plateforme qui a été mise en ligne aujourd'hui, donc cet après-midi. Vous avez vu, c'est encore tout récent. Ce soir, on va aussi être en visio. Donc, on a déjà des personnes qui nous ont rejoints pour pouvoir suivre du coup cette conférence. Il n'y aura pas d'échange, hélas, avec d'autres internautes, donc ils vont ne faire que suivre donc cette conférence. Et on a aussi donc le partenariat avec Calédonia TV qui va se charger de la captation de cette conférence qui sera rediffusée. Donc c'est ici, la caméra est ici, qui sera rediffusée sur la chaîne Calédonia. Donc en week-end, donc on mettra ces informations sur le site internet et sur le Facebook province-sud.nc.
Ok, merci beaucoup, je suis désolée. Merci, bonsoir à tous. Merci beaucoup pour votre présence. Merci à la Province Sud et à l'IRD qui co-organise ces conférences Sénature. Et comme le précisait Suzanne, le sujet qui va nous occuper ce soir, c'est le droit de l'environnement. Je parlerai d'abord de parties théoriques qui me semblent donner les bases pour alimenter ensuite la conversation qu'on aura en deuxième partie de soirée. Et on pourra débattre donc du sujet en quoi le droit de l'environnement peut être un outil en faveur de la pérennité du patrimoine naturel. Au menu, ce soir, nous verrons d'abord à quoi sert le droit de l'environnement, comment il est conçu, par qui, pour qui, et une fois qu'on aura fait toutes ces parties un peu théoriques, on pourra aborder deux principes constitutionnels de l'environnement qui me semblent intéresser des gens qui viennent un mardi à 18h dans un bâtiment administratif pour discuter de ce sujet-là. Donc quand on parle de droit, de quoi parle-t-on ? On parlera de droit de l'environnement au sens objectif du terme, c'est-à-dire le droit ensemble des règles qui gouvernent les rapports des hommes dans la société et dont le respect est assuré par l'autorité publique. C'est bien une des spécificités du droit par rapport à d'autres outils que peuvent être la communication, d'autres leviers de contrôle social que peuvent être la religion, la politesse, des choses comme ça. C'est que là, on a l'autorité publique qui exerce une contrainte pour ce qui a trait au respect de ces dispositions-là. Et on distingue le droit objectif, donc en tant qu'écosystème juridique, et le droit subjectif, qui est une prérogative dont chacun peut se prévaloir en vertu du droit objectif. J'ai des droits que n'avait pas ma grand-mère, donc des droits subjectifs que n'avait pas ma grand-mère, parce que l'écosystème droit a évolué depuis lors. Ok. Et j'espère que ça ne décevra personne. Ce dont j'ai l'intention de parler, c'est bien du droit objectif et non pas des droits de la nature, qui sont tout un autre sujet qu'on pourrait éventuellement aborder plus tard, mais qui n'est pas l'objet de la présentation initiale. Donc on voit à peu près ce que c'est que le droit et l'environnement. Comme le dit Michel Prieur, qui est le papa du droit de l'environnement au niveau national et même international, il est très vieux maintenant. C'est une notion caméléon parce que la dimension environnementale n'a fait irruption dans l'univers juridique que relativement récemment. On avait déjà, par exemple, du droit de l'urbanisme, du droit de la santé, différentes approches qui pouvaient utiliser le terme environnement, mais avec déjà des présupposés juridiques. Donc l'arrivée du droit de l'environnement a chamboulé un petit peu ces perspectives-là, et une des définitions que j'aime bien, qui est empruntée aux sciences de la nature et qui est reprise par le même Michel Prieur, c'est l'ensemble de données d'équilibre de forces concurrentes qui conditionnent la vie d'un groupe biologique. Je ne suis pas sûre de comprendre tout ce que ça veut dire, mais ce que j'aime bien dedans, c'est qu'on parle de forces concurrentes. Et effectivement, c'est forcément quelque chose de complexe avec des choses à pondérer, rien que dans la matière environnementale, sans entrer dans les considérations de développement durable. Et c'est la notion de conditions de vie, ce qui me semble donner le ton de l'enjeu défendu. Pardon. À quoi sert le droit ? Alors, selon les gens, selon les perceptions, selon les humeurs, selon les jours, selon les textes, on peut prêter plusieurs intentions au droit, et elles existent toujours d'une façon ou d'une autre. Le droit, comme par exemple dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, ça peut traduire une vision politique. Une intention, c'est quelque chose de global. Donc ça peut être quelque chose d'assez global qui vise à traduire une vision politique. Ça peut être aussi de l'autre côté de la lunette, simplement le fait de disposer d'une règle qui va aider un juge à trancher dans un sens ou dans un autre, et quand on sait que le juge aura tendance à trancher dans ce sens ou dans tel autre, on va canaliser nos comportements, on va s'organiser pour prévenir les conflits, et si on ne l'a pas prévenu, le juge le gérera.
Autre point qui peut résumer un peu les autres aussi, si on veut, c'est de canaliser les comportements. Par exemple, on ne découpe pas les gens. Mais, somme toute, quand on dit que c'est l'objectif du droit de canaliser les comportements, en vérité, ce n'est pas le seul levier pour canaliser les comportements. Si vous ne découpez pas les gens, ce n'est pas forcément parce que le droit l'interdit, mais peut-être parce que vous n'êtes pas assez musclé, ou parce que vous avez peur du sang, parce que vous avez de l'éducation. Et évidemment, l'éducation au développement durable, c'est encore le premier levier à actionner. Ça peut être plein de raisons qui font que vous ne découpez pas les gens. Et le fait que ce soit passible de sanctions pénales n'entre même pas en ligne de compte. Si on applique ça au droit de l'environnement, donc les trois mêmes enjeux tout à l'heure, on pourrait aspirer à ce que le droit de l'environnement ait pour objectif de favoriser la pérennité du patrimoine naturel, si c'est l'objectif affiché. On peut considérer que le droit de l'environnement sert à prévenir ou gérer des conflits d'usage du patrimoine naturel. C'est important parce que le patrimoine naturel, on en est tous usagers de façon solidaire, mais on n'en a pas tous exactement le même usage. Donc, déjà, dans notre même génération, par rapport à la génération future, ce patrimoine naturel, si on entend partager son bénéfice, ça peut être une bonne idée, effectivement, de poser des règles. On peut aussi dire, comme on disait qu'il s'agit de canaliser des comportements, on peut dire que ça peut chercher à prévenir des pollutions ou des surconsommations de ressources, par exemple. Et évidemment, à chaque fois qu'on privilégie un objectif par rapport à un autre, on va avoir une posture différente au moment de rédiger la norme. Et c'est le point de vue que je vous propose d'adopter ce soir, c'est quand on écrit la norme, comment on appréhende tous ces paramètres à prendre en considération. Quand on dit qu'on cherche à prévenir, à canaliser des comportements, donc prévenir des pollutions ou des surconsommations, ça peut être de la part de professionnels, ça peut être de la part de particuliers. Là encore, la posture à avoir est différente et les enjeux associés à la règle sont différents. En matière d'impact, on peut peut-être considérer, je n'en sais rien, mais peut-être que l'impact environnemental d'un projet énorme de ZAC peut être comparable à l'impact d'une multitude de micro-projets spontanés de squat. Donc, par contre, juridiquement, si on entend canaliser des comportements, c'est évidemment beaucoup plus simple d'aller s'attaquer au comportement des professionnels que de chercher à canaliser les comportements individuels et diffus. Pour autant, si on entend, selon les objectifs poursuivis, ça peut imposer différentes réflexions et du coup différentes maturations du projet. Donc au final, la norme juridique n'est qu'un critère de choix de comportement parmi d'autres qu'on a déjà évoqués. Mais si elles s'en démarquent, c'est par deux dimensions particulières. C'est d'une part que les modalités d'adoption de la règle sont lisibles dans un texte quelque part, et les sanctions juridiques sont encourues par l'autorité, peuvent être mises en œuvre par l'autorité publique. C'est ça qui distingue des autres leviers de contrôle social. Donc forcément, ça a un rôle particulier, mais ça ne peut pas porter le monde sur ses épaules non plus. Donc voilà, selon le ou les objectifs qu'on poursuit au moment de la rédaction de la norme, on ne va pas penser le droit de la même façon, on ne va pas chercher à l'élaborer de la même façon, on ne va pas déterminer le même contenu et on ne va pas assortir des mêmes sanctions. Quand on parle maintenant de comment on élabore le droit de l'environnement, le droit de l'environnement a cette particularité par rapport à d'autres branches du droit, si tant est que le droit de l'environnement soit une branche, ça sera assez tentaculaire. Il a cette particularité qu'il doit être fondé en premier lieu sur les sciences de la nature. Déjà, ce ne serait pas légal d'établir une norme qui n'a pas de justification. On a le droit d'interdire que des choses qui sont nécessaires d'interdire. C'est un principe en droit français. Donc, le droit de l'environnement doit être justifié écologiquement. Il faut que les sciences
de la nature et établit qu'il y a un impact et que des sciences humaines, pas forcément la science juridique, mais qu'on établit que le levier le plus pertinent pour remédier à cet impact serait une règle, et non pas la communication, et non pas des subventions, et non pas des aménagements ou autres. Donc c'est vraiment la rencontre de plusieurs sciences de façon assez spécifique par rapport à d'autres branches du droit. Ensuite, quand on décide de faire une norme, on se dit, c'est assez facile. Il y a un Autrichien, il y a plus de 100 ans de ça, qui s'appelle Hans Kelsen et qui a dit, on a une hiérarchie des normes, tout en... Donc je parle que du droit national, je ne parle pas du droit international. Tout en haut, on a la Constitution. Quand on adopte des textes infra, chacun doit respecter ce que dit la tranche du dessus. C'est une hiérarchie, une pyramide hiérarchique, et chaque couche supérieure s'impose aux couches inférieures. Sauf que nous, en matière environnementale, on n'a pas forcément tous ces strates qui sont très bavardes. La Constitution contient, le bloc de constitutionnalité en droit national, contient la Charte constitutionnelle de l'environnement depuis 2005. Donc, comme son nom l'indique, ça dispose en matière environnementale. La loi organique, j'ai appliqué ça à la Nouvelle-Calédonie, et la Constitution, c'est simplement l'État qui l'adopte de façon homogène pour ses 60 millions de ressortissants, même si parfois il peut y avoir des parties spécifiques pour la Nouvelle-Calédonie en matière institutionnelle, en matière environnementale. La charte s'applique de la même façon pour tout le monde. La loi organique, elle est adoptée aussi par le droit national. La loi organique 99, sans date du 19 mars 1999, s'applique que en Nouvelle-Calédonie. Pardon. Elle traduit les aspirations de l'accord de Nouméa, donc elle est négociée localement, mais elle est adoptée par le droit national. Elle gouverne les lois du pays, qui, elles, sont adoptées par la Nouvelle-Calédonie, toute seule, et elle s'imposerait aux délibérations qui peuvent être, elles, du Congrès, des provinces, des communes, de tout le monde. Sauf que cette pyramide-là, en matière environnementale, c'est un peu dur à envisager parce qu'en fait, on est sous forme de silo. C'est une pyramide quand on parle de la même chose. On est d'accord ? Si la loi organique ne parle pas d'environnement, pour le droit de l'environnement, ça ne va pas forcément beaucoup canaliser les dispositions locales. Les lois du pays, leur champ matériel est fixé par la loi organique, l'article 99, et on parle de mines, on parle de domanialité, mais on ne parle pas d'environnement en tant que tel. Donc quand les provinces disposent en matière environnementale, elles le font en toute autonomie, finalement, parce qu'il n'y a pas de règles, ni là, ni là, qui leur imposent des contenus particuliers. En réalité, en Nouvelle-Calédonie, on n'a pas forcément une belle pyramide, on a des silos. Et du coup, chacun, dans son domaine de compétences, dit ce qu'il a envie de dire. Donc l'État va parler d'armes et munitions, par exemple. Les provinces sont compétentes en matière de chasse, mais c'est l'État qui parle d'armes et munitions. La Nouvelle-Calédonie va parler de commerce extérieur, donc tout ce qui est CITES et tutti quanti, phytosanitaire, eau, nickel, plein de choses qui évidemment ont une dimension environnementale. Mais c'est transparent dans la loi organique. Les provinces, les communes, elles, se voient accorder les compétences en matière de santé, sécurité, salubrité publique. Et les provinces, elles, la loi organique leur dit vous gérez le reste. C'est très pratique parce que ça permet d'être sûr que tous les domaines sont couverts. Quand il y en a un qui fait s'occupe des choses par défaut. Sauf que ça ne rend pas forcément les choses toujours très visibles. Quand il y a des articulations à gérer entre une compétence eau, par exemple, et la compétence environnement, c'est un petit peu fin parfois. Donc tout ça pour dire que chaque entité, quand il y a plusieurs de chaque entité, chacune de ces entités dispose librement en la matière. Alors c'est pratique parce que ça permet d'ajuster au mieux par rapport à ses propres enjeux, par rapport à ses propres ambitions politiques, par rapport à ses propres réalités territoriales.
Et ça permet à chacun de faire son schéma minier, son plan de gestion dans le parc de la mer de Corail, et chacun son code de l'environnement pour les 3 provinces. Je parle que des textes qui ont une identité visuelle, hein. On a beaucoup d'autres encore. Mais l'inconvénient, donc, au-delà de cette capacité de proximité par rapport aux besoins de chacun, c'est que on n'a pas de chef d'orchestre. Donc chacun fait les choses à sa sauce. Dans les textes, le Conseil consultatif de l'environnement pourrait avoir ce rôle-là, sauf que comme chacune dispose librement, finalement le Conseil consultatif de l'environnement n'est sollicité que quand chacune a déjà mûri son projet et qu'elle vient de lui soumettre. Le Conseil consultatif de l'environnement ne peut pas structurellement remplir le rôle qui lui est affecté par la décision, par la délibération qui donne son réglementaire et qui le décrit, d'harmonisation du droit de l'environnement, de conseil aux collectivités en matière de droit de l'environnement. Ce n'est structurellement pas possible. Déjà, il est bien moins étoffé que tous les autres, donc ce sera compliqué pour lui d'aller donner des conseils. Et en matière d'homogénéisation, il faudrait qu'il ait une autorité d'une façon ou d'une autre. Et le Congrès, comme on l'a vu, n'a pas autorité sur les autres puisqu'ils ne parlent pas des mêmes sujets. Donc au final, chacun fait son produit, bien ajusté par rapport à ses ambitions, mais au final, on se retrouve avec un droit de l'environnement éolien qui fait un peu le monstre de Frankenstein, où tout n'est pas forcément bien bord à bord, quoi. Et du coup, voilà, c'est ce que je voulais dire sur qui conçoit le droit de l'environnement. C'est un peu tout le monde, chacun a sa sauce, et il n'y a pas de coordination. Il peut y avoir des démarches spontanées entre collectivités qui décident de s'engager en commun dans une démarche, mais ça n'a rien d'obligatoire. Et du coup, quand c'est sporadique, des fois, ça rend les choses encore plus floues et encore moins lisibles pour le grand public. Donc voilà, qui le fait? Un peu tout le monde. Ça permet d'ajuster par rapport à ses enjeux, mais ça ne permet pas une visibilité globale. Maintenant, pour qui est conçu le droit de l'environnement? C'est le droit commun. Donc, il est réputé s'appliquer à tous. Maintenant, évidemment, il y a parfois un public cible. Le droit de l'environnement s'applique à tout le monde, mais une règle qui concerne les pêcheurs professionnels ne va pas m'impacter, moi, de façon aussi immédiate qu'un pêcheur professionnel. Quand on lui impose des modes de pêche, ou si jamais il faut établir des quotas particuliers ou faire certaines zones de pêche, moi, ça peut m'impacter en tant que public, puisque je suis aussi bénéficiaire du patrimoine naturel commun dont on bénéficie tous solidairement, mais ça ne m'impacte que par effet domino, et peut-être à un peu long terme, en tout cas pas immédiatement, comme un pêcheur professionnel qui devra réorganiser sa vie par rapport à ça, peut-être sa vie professionnelle par rapport à ça. Donc évidemment, ça appelle des modalités d'élaboration qui peuvent associer différemment différents partenaires. Et aussi un autre point qui est plus spécifique à la Nouvelle-Calédonie, c'est que le droit de l'environnement s'impose à tous, il s'impose partout, et la loi organique écarte la possibilité qu'il y ait des règles coutumières environnementales qui soient articulées avec les règles de droit commun. La loi organique le fait en matière de droit de la famille, par exemple. Des personnes qui sont de statut civil coutumier, quand il y a un litige en droit de la famille, ce sont des assesseurs coutumiers qui disent le droit, et le juge tranche en fonction du droit dit par les assesseurs. Quand il y a des litiges sur le foncier coutumier, c'est le même principe. La loi organique prévoit ça, et à ce moment-là, on a un partenariat, droit commun, droit coutumier, où c'est le droit commun qui prononce le droit particulier dit par des assesseurs. Ça n'existe pas en matière environnementale, pour plusieurs raisons. Déjà, je pense que c'était le cadet des soucis des rédacteurs de la loi organique. Il y avait plein d'autres soucis en tête ce jour-là, pas l'environnement. Et aussi, c'est particulièrement compliqué. Je ne dis pas que c'est simple les deux autres, mais au moins le champ d'application est très prévisible. On a un état civil coutumier, donc des gens de droit coutumier
auxquelles s'appliquent ces règles, ils sont listés quelque part, dans un document visible par le droit commun, qui est familier du droit commun. Les terres coutumières, elles sont cadastrées. On peut débattre, étouffer sur la qualification des différentes terres, mais en tout cas, il y a un cadastre. Donc, très clairement, le droit commun sait parfaitement comment déterminer où s'appliqueront les règles coutumières. Même s'il ne connaît pas ces règles, il sait au moins où elles s'appliquent. En droit de l'environnement, pour parler de la nature environnante, comme dit la charte des valeurs kanak, le socle commun, où est-ce qu'on se place ? Moi, je suis de statut civil commun. Si je vais sur terre coutumière, quelles sont les règles que je dois respecter ? Quelles sont celles que je connais ? Quelles sont celles que je dois respecter ? Inversement, quelqu'un qui est de statut commun, qui est sur terre, par le droit civil coutumier qui est sur terre, droit commun, est-ce qu'on lui impose comme règle ? Plus quelqu'un qui est de statut civil coutumier, mais sur des terres autres où s'appliquent d'autres règles peut-être propres à la nature environnante, quelles règles appliquer ? Ça devient beaucoup plus complexe que ça ne l'est déjà pour ces thématiques-là. Et c'est dommage parce que ça arrive à la négation de systèmes qui existent, qu'on le veuille ou non. Donc on se retrouve avec des articulations très ponctuelles, sauf aux îles Loyauté, soulignons-le. En même temps, aux îles Loyauté, s'ils n'avaient pas voulu s'articuler avec le droit commun, ça aurait été compliqué, vu que 98% de leur sol, c'est des terres coutumières. Donc, ce paramètre-là, à lui seul, facilite aussi la détermination des modalités d'application du droit commun de l'environnement articulé avec les règles coutumières, puisque c'est toujours sur terre coutumière. Mais au final, on se retrouve avec des dispositions de droit écrit, de droit commun qui touchent à l'environnement, qui se retrouvent souvent dos à dos avec les règles de droit coutumier touchant à la nature environnante. Alors même que pas forcément exactement symétriquement, mais autant le droit de la famille et le droit foncier peut renvoyer surtout le droit de la famille, à des choses très, très intimes, et bien parfois, les règles de droit coutumier touchant à la nature environnante peuvent elles aussi renvoyer à des dimensions identitaires fondamentales. Donc c'est difficile de nier cette articulation. Et d'ailleurs, la provinciale qui est déjà très active sur ce sujet, on a bien pris conscience et a tout de suite lancé un chantier sur l'encadrement de l'accès à la nature. Après l'agression assez trash des touristes australiens et de leurs skippers dans les eaux de Beautemps-Beaupré, où c'était, je ne sais pas exactement de quoi il ressortait, mais ce qui est sûr, c'est que déjà au départ, il y avait un gros quiproquo entre quelles étaient les règles à suivre et de quelle façon. Et s'il n'y avait pas eu ce quiproquo, peut-être qu'on n'en serait pas arrivé là. Donc, sans exonérer qui que ce soit de sa responsabilité, justement, les collectivités doivent elles aussi assumer la leur en cherchant à articuler ces deux univers qui souvent ne font que se frôler. Par exemple, elles se frôlent, mais de façon différente. De mémoire, j'espère pas me tromper, en province sud, les coutumiers peuvent demander à la province sud des autorisations pour pêcher les tortues, pour les fêtes coutumières. En province nord, la province nord permet aux coutumiers eux-mêmes de donner des autorisations pour les pêches coutumières. C'est déjà pas le même rapport. Vous voyez, il n'y a pas la même confiance qui pose les bases. Donc voilà, il y a des réflexions à mener pour faciliter la porosité entre ces deux univers juridiques. Et ce sont des réflexions qui sont déjà largement menées au niveau international par beaucoup de chercheurs, Van der Kerchove ou Leroy notamment, qui parlent de droit en réseau et non plus en pyramide. La jolie pyramide de la dernière fois, là, de l'Autrichien du siècle dernier, de plus en plus on se dit que cette pyramide qui vaut pour le droit positif, ce qu'on entend voir appliqué par le juge de façon immédiate, ce n'est pas tout le droit. Il y a d'autres juridicités
et notamment, dans des sociétés plurielles comme la nôtre, des systèmes juridiques qui peuvent être articulés avec le droit commun. Donc c'est ce que je voulais évoquer avec vous en matière de généralité sur le droit de l'environnement. Qu'est-ce que c'est? Comment le réfléchir? Quelles peuvent être les différentes implications que ça soulève quand on cherche à dire du droit de l'environnement? Et parce que ça me semble intéressant, voilà, pour des gens qui sont à 19h en semaine dans un bâtiment administratif pour écouter ce genre de choses, parlons ensemble de deux principes constitutionnels. Vous avez vu que la Constitution, c'était tout en haut de la pyramide de tout à l'heure, et elle s'applique en Nouvelle-Calédonie comme ailleurs dans la nation. Cet article 7 dit « Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. » Alors, c'est peut-être pas ce qui vous saute aux yeux en premier, mais un juriste qui voit ça, tout de suite, il se dit « Ah, dans les conditions et limites définies par la loi, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut une loi nationale, il faut une loi du pays, parce qu'on a dit loi, c'est pas un règlement. Donc non, je vous sens anxieux, mais rassurez-vous. Le Conseil d'État a dit il y a 6 ans maintenant, dans une demande d'avis qui lui avait été faite exactement sur ce sujet-là, que l'autorité qui édicte une règle de fond est compétente pour déterminer les conditions et limites de l'information et de la participation du public autour de cette règle de fond. C'est ce qu'a dit le Conseil d'État, donc on ne va pas aller au-delà de ce que dit le Conseil d'État. Tant que les textes ne changent pas, on ne va pas changer cette lecture-là. Néanmoins, évidemment, ça force à regarder à chaque fois par le petit bout de la lorgnette. On dit qu'on crée une aire protégée, donc dans le texte qui crée cette aire protégée, on va dire quand on modifiera cette aire protégée, on demandera à telle personne selon telle modalité. Ça ne permet pas une vision globale et une appréhension plus holistique de ce que peut être la participation au niveau de la Nouvelle-Calédonie. Et d'ailleurs, du coup, ces deux droits constitutionnels se retrouvent très inégalement déclinés localement. Le premier, l'information du public. Ah oui, donc je tiens à souligner quand même que ces deux droits-là fondent la transparence de l'action publique et donc fondent la confiance que peut inspirer l'action publique en général, mais aussi sa déclinaison dans le droit de l'environnement. Quand on réussit à partager le diagnostic de la collectivité qui l'amène à faire tel ou tel choix, forcément, on y adhère plus spontanément. Donc, comme on y adhère plus spontanément, cette règle est plus naturellement effective. Donc, l'information du public. C'est le droit constitutionnel qu'on a tous, société civile, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques. Ça veut dire que la collectivité doit publier certains éléments, et ce qu'elle n'a pas publié, elle doit le communiquer à la demande. Sauf que, localement, c'est très inégalement décliné, on n'a que la province Nord et la province Sud qui ont disposé en la matière. Le point qu'on distingue, je ne sais pas si j'enfonce des portes ouvertes, je vous demande pardon, mais on a quelque chose de plus historiquement connu qui est la communication des documents administratifs, qui n'est déjà pas une démarche spontanée de la part des administrations. Mais au sein de ces documents administratifs, ou même dans un univers qui se superpose un peu, mais pas forcément, avec celui de la communicabilité des documents administratifs, c'est l'accessibilité à ces informations environnementales. Ces informations ne sont pas forcément sur un support document. Donc déjà, c'est le premier point par lequel elles s'émancipent de ces documents administratifs. Mais surtout, ce qui distingue les informations environnementales, c'est leur objet. C'est que ça porte sur l'environnement. Mais localement, ce n'est pas défini. Il n'y a que la province Nord et la province Sud qui ont défini ce que c'est qu'une information environnementale, déjà, et ensuite comment on décide de la rendre accessible ou pas. Donc pour les autres, c'est simplement le régime des documents administratifs qui s'applique. Ça peut être bien dommage,
puisque les textes nationaux, ce sont ceux qui s'appliquent localement aussi, en matière de documents administratifs, excluent la communicabilité des documents préparatoires à une décision publique. Par exemple, donc, une collectivité qui ne souhaite pas partager sur ces informations environnementales alors qu'elle conditionne l'adoption d'un texte à venir, on n'a aucun levier juridique pour la forcer à le faire. Donc c'est un petit peu dommage, et ça rend aussi la chose particulière quand on dit que la seule personne qui pourra forcer une collectivité à adopter un régime en matière d'information environnementale, c'est elle-même qui peut prendre cette initiative. Et du coup, je tiens à souligner que ça reste un critère fondamental en matière de transparence, de confiance, de respect des personnes et des normes. Maintenant, si on prend rien que pour l'aspect intention de faire respecter le droit commun, et bien déjà, si on est plus transparent au départ, on sera mieux suivi à l'arrivée. Statistiquement. Hein. D'où l'importance que je tenais à souligner du travail de l'Observatoire de l'environnement qui bancarise et communique sur ces informations environnementales qui ne sont pas forcément définies comme telles, mais en tout cas, dans l'esprit, on comprend bien que ce sont des informations environnementales et elles sont accessibles par ce biais-là. Donc c'est un travail fantastique qu'ils font et qui est nécessaire aussi à la pertinence du droit de l'environnement, quelque part. Donc voilà, ce premier principe constitutionnel étant très rapidement survolé. Le suivant que je tenais à vous présenter, c'est celui de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. C'est un droit constitutionnel. On a vu tout à l'heure qu'en droit national, on s'attend à ce qu'il soit défini par la loi. Ici, ce n'est pas forcément le cas. Donc, chacun décide des modalités de participation qu'il entend mener. Et là où c'est bizarre pour une administration, c'est quand même un changement de paradigme. Déjà, communiquer sur des informations, c'est pas quelque chose historiquement ancré dans les traditions administratives. Mais en plus, associer des tiers à des décisions publiques, qui sont historiquement justement l'apanage de l'autorité publique, elle décide unilatéralement. Elle a des informations qui lui permettent de décider. C'est ça qui est important de faire, elle le fait. Aujourd'hui, c'est plus difficile, et notamment en matière environnementale. Notons que ces deux principes fonctionnent en matière environnementale, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'on est tous bénéficiaires solidairement de ce patrimoine naturel, entre gens d'une même génération et avec les générations futures. Donc c'est ça qui stimule cette spécificité du droit de l'environnement par rapport à d'autres droits. Donc les administrations sont forcées de jouer ce jeu, puisque c'est la Constitution qui l'exige. Mais voilà, ça peut être poussif. Les différents textes locaux abordent de façon très, très superficielle en général ces dispositions-là. Il n'y a pas de vision globale. On va avoir des exigences d'études d'impact dans certains cas, certaines réunions publiques qui peuvent être demandées en droit de l'urbanisme notamment. On peut avoir des enquêtes commodo pour ceux qui savent faire de l'archéologie et qui savent trouver ces textes-là. On peut avoir des exigences en matière de participation du public. Mais c'est souvent assez superficiel et assez peu exigeant. Et en général, ça s'en tient à une mise en ligne pendant un certain délai. Et il y a un délai suite à cette mise en ligne, avant l'adoption du texte, qui est réputé permettre à l'administration de traiter les données reçues, sans, en général, que l'administration ne s'engage à faire des retours sur les propositions qui lui ont été faites. Donc c'est en général assez peu exigeant, et surtout ça manque de vision globale. Il n'y a pas forcément de mise à l'échelle entre les enjeux d'un texte et l'ampleur de la participation qui sera menée au moment de son élaboration. Si les collectivités calédoniennes souhaitaient vraiment prendre à bras-le-corps cette question de participation, la première chose à faire, ce serait de déterminer quel est le champ, effectivement, des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. La loi nationale
a changé plusieurs fois cette définition. Et en droit local, on n'en a pas. C'est en général des listes d'installations ou de projets dont on dit qu'il faudra une enquête publique ou une mise en ligne ou quelque chose. Mais ces décisions gna-gna-gna, est-ce qu'on va dire que c'est toute décision susceptible d'impacter l'environnement? On peut le dire. On n'est pas sorti de l'auberge. Par exemple, quand on fait une réforme fiscale, à ce moment-là, on demande la participation du public parce qu'on n'a pas de levier aussi efficace à court terme pour faire évoluer des comportements, y compris écologiquement vertueux, que la fiscalité. Pour autant, ça serait... Je ne prête pas ça d'intention à la DSF, quoi. Enfin, je ne sais même pas si je leur souhaite. Mais, en tout cas, toute décision susceptible d'impacter l'environnement, ce serait très ambitieux. On pourrait dire, comme ça a été un moment en droit français, décision susceptible d'un impact direct ou d'un impact significatif sur l'environnement. Charge le juge après de dire « Ah, mais vous n'aviez pas fait de participation alors que c'est un impact direct, du coup, votre texte est illégal, il faut recommencer, maintenant faites une participation. » On peut aussi, par exemple, dire, je n'en sais rien, les décisions susceptibles d'impact négatif sur l'environnement. À ce moment-là, quelle échelle? Est-ce qu'on parle que des textes, enfin, dans ce cas comme dans tous les autres, est-ce qu'on parle des textes de portée générale? Est-ce qu'on parle des autorisations individuelles? On a tous en tête des textes qui sont pris, et quand ils seront mis en œuvre, il y aura très probablement des impacts négatifs sur l'environnement. On peut dire aussi, ça sera quand il y aura un impact positif sur l'environnement, quand on décide d'interdire les crèmes solaires qui font du mal au récif. Il y avait des participations du public en ligne à ce moment-là, alors que l'impact n'était potentiellement environnementalement que vertueux. Quand on crée une aire protégée, ex nihilo, quand il n'y avait pas d'aire protégée avant et qu'on la protège après, même si la protection est minimaliste, ce sera un pas en avant vers la protection. Donc, a priori, il n'y aura que des effets positifs par rapport à la situation initiale. Donc, on peut aussi, pourquoi pas, dire qu'on soumettra à la participation du public que quand il y aura des effets, quand il y a une intention d'effet positif sur l'environnement. Ça viderait un petit peu de sens. Mais juste, je dis. Donc, une fois déterminé le champ des décisions ayant une instance sur l'environnement, ce qui appelle évidemment des choses beaucoup plus fines que ce que je caricature grossièrement là, hein, on est d'accord. On peut déterminer, en fonction des différentes circonstances, quel sera le degré de participation possible. Là, j'ai très vilainement résumé l'échelle de participation de Sherry Einstein. C'est pas très innovant, ça date des années 60. Hein. Elle avait beaucoup plus finement découpé tout ça. Je n'en ai gardé que 4 pieds, on dit. En fait partie l'information du public. Déjà, à l'échelle de Sherry Einstein, on constate qu'il y a des régimes où, si on devait parler d'une participation du public, ce qui serait mis en œuvre, c'est en réalité de la manipulation du public, parce qu'on divulgue à dessein des informations erronées pour emmener le public vers tel ou tel diagnostic erroné. On a ensuite l'information sincère du public, donc l'information du public. Ensuite, on a la consultation du public, où il s'agit de mettre à disposition du public, par rapport au droit de l'environnement, pas forcément par rapport à des projets matériels d'aménagement, d'installation, mais par rapport au droit, on décide on a l'intention d'adopter tel texte, on le met à disposition du public, on lui dit que s'il a envie de s'exprimer, il s'exprime, mais on ne s'engage pas à prendre en compte ce qui aura été exprimé. Parce que c'est beaucoup de travail aussi, mine de rien. Et de temps, mine de rien. Il y a en général des calendriers électoraux à tenir. Ça se distingue du coup de la concertation, où là, on se place dans le cas où la collectivité porteuse d'un projet législatif ou réglementaire entend associer peut-être très en amont, peut-être plus en aval, le public, en disant « Nous avons l'intention de faire quelque chose. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce que vous nous direz, nous vous dirons pourquoi nous l'avons retenu ou pas. » Et là, forcément, c'est beaucoup plus conséquent comme travail pour l'administration. Et le dernier grade, la ceinture noire de participation, ce serait le partenariat.
où là, on a une espèce d'exonération de la responsabilité des élus, puisqu'on est d'accord que le principe de départ, c'est qu'on s'inscrit dans une démocratie représentative. Donc l'idée habituelle, c'est qu'une administration fonctionne sur la base de l'expertise de ses techniciens, et les textes sont adoptés par des élus qui représentent le peuple. Donc la boucle est bouclée. Maintenant, on considère en matière environnementale qu'il manque encore quelque chose. Donc quand on parle de participation, le dernier degré de participation, puisque là on enrichit la réflexion des élus, mais on ne se substitue pas à eux dans le choix final. On peut néanmoins arriver à des circonstances, comme ça se fait par exemple pour le budget participatif, où la collectivité dit, pour telle somme de mon budget, ce ne sera pas ma responsabilité, donc c'est moi, collectivité, qui dit quelle part de mon budget je livre au budget participatif, mais ce sont les participants qui décideront ce qu'on va faire avec ces sous-là. Et là, du coup, c'est réellement une forme de partenariat qui est instaurée avec le public, plus ou moins organisé. Voilà, c'est une forme de partenariat. Et une fois qu'on a envisagé quels pouvaient être les degrés de participation appropriés à différentes thématiques, différents enjeux, à ce moment-là, on peut décider, peut-être de façon plus proche du terrain, de façon moins macro que ce qui s'impose comme réflexion antérieure. Ok, quand on décide qu'il va falloir une consultation du public sur tel sujet, est-ce qu'on va faire un registre, comme on fait pour les enquêtes publiques, avec un commissaire enquêteur, avec une commission d'enquête? Est-ce qu'on décide qu'il va y avoir des réunions publiques? Combien de temps elles vont durer? Dans combien de langues elles vont être tenues? Est-ce que ça se fait simplement pendant les horaires de bureau? Est-ce que ça se fait aussi en soirée? Est-ce qu'on le fait dans un bâtiment administratif? Est-ce qu'on va auprès des populations? Est-ce que c'est une mise en ligne d'un document pendant tant de temps? Est-ce que c'est la production d'une vidéo, comme tu nous montrais tout à l'heure, Suzanne, où là, il y a quand même un effort qui est fait d'accessibilité, d'intelligibilité du projet? Est-ce qu'on organise des ateliers, des réunions publiques? On a tout un panel de possibilités en la matière. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous fournir comme matériaux pour alimenter la réflexion à venir, et les perspectives que je prêterai moi au droit de l'environnement. C'est, voilà, il est encore en pleine évolution. Déjà, le droit de l'environnement par rapport aux autres droits, c'est un droit neuf. En Nouvelle-Calédonie aussi. Donc on peut que le voir progresser, s'améliorer, s'amender. Et ce que j'espère, moi, c'est effectivement de voir clarifier un objectif négocié quant aux ambitions des politiques publiques environnementales et de leur armée que peut être le droit de l'environnement. On pourrait aussi probablement gagner en lisibilité et en effectivité du droit si les autorités s'arrangeaient, soit par une nouvelle lecture de la loi organique, soit par une réécriture de la loi organique, soit simplement par une mise en œuvre spontanée, pour que leur liberté d'administration, qu'elles exercent par leurs assemblées délibératives, puisse être quand même mise en cohérence au niveau pays. Ça pourrait être des principes directeurs, comme ça se fait en droit de l'urbanisme, par exemple, mais on peut envisager des tonnes d'autres leviers pour réussir, tout en laissant chacun s'exprimer au plus près de ses réalités, un minimum de coordination en même temps. Ou bien on décide qu'on n'a pas besoin d'être coordonné, ce qui peut être aussi un parti pris. Mais ça gagne à être dit à un moment. Parce qu'on a souvent des interlocuteurs qui se plaignent de l'hétérogénéité du droit, surtout au tribunal d'ailleurs, parce que c'est eux qui doivent mettre en œuvre derrière. Bref. Et puis on peut aussi, je pense, gagner à bénéficier d'une information et d'une participation du public qui soit juridiquement plus structurée et lisible, avec une intention plus globale. Donc voilà, c'était ce que j'avais envie de vous fournir comme matériau. Je vous remercie et j'espère pouvoir échanger avec vous.